Non, ça marche pas. Ah, voilà. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Et merci d'être là par cette chaleur. Le sujet peut vous sembler un petit peu aride, c'est le cas de le dire, mais l'IA étant partout, y compris donc dans la finance, mais vraiment partout, dans la vie même de nous tous, des ados, etc. Donc c'est essentiel d'en parler. Et là, c'est vraiment un sujet fascinant, vous allez voir. Alors, pour présenter le sujet, Olivier Pastré, qui a beaucoup écrit sur ce domaine, va faire l'introduction tout à l'heure. Je donnerai également la parole dans l'ordre à Marie Brière, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui est une académique, en plus d'être chez Amundi, et qui va nous faire aussi un peu une présentation des enjeux de l'IA sur la finance. Jean-Paul Moisoyer du Crédit Agricole, mais surtout du groupement Carte Bancaire, va nous parler de l'impact de l'IA là-dessus. David Dupont-Noël également, Olivier Perronnet, Finexi, et Ada Di Marzo de chez Bain. Vous alliez tous nous expliquer les enjeux de l'IA dans ce domaine de la finance, qui sont assez complexes, difficiles à évaluer parfois, et on se pose évidemment énormément de questions sur est-ce que finalement l'IA va déstabiliser encore plus les circuits financiers, le système financier? Est-ce que ça va générer davantage de fraude ou permettre au contraire de lutter plus efficacement contre la fraude? Là-dessus, il y a débat. Voilà. Olivier, je te laisse peut-être faire un tableau général de la situation. Tu nous expliques un peu d'où vient l'IA dans la finance et l'impact que ça peut avoir. Oui, bonjour. Cette table ronde est de très loin la plus intéressante de toutes les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Comme chaque année, celle auquel je participe. D'abord parce qu'on a le meilleur journaliste de France et les meilleurs panélistes sur un sujet qui vous intéresse absolument tous. Sur le panel, je suis le seul avec Nicolas incompétent, mais pas complètement débile. Merci. Et donc je suis là juste pour planter le décor. Planter le décor, c'est 6 certitudes, 6 questionnements. Et comme je suis d'une lâcheté légendaire, les 6 propositions, ça sera à eux de les formuler. C'est évidemment 1, le plus difficile, 2, le plus intéressant. Donc pour le pas difficile et pas intéressant, commençons par les certitudes. 6, j'ai dit, il y en a 3 qui sont plutôt réjouissantes. D'abord, l'intelligence artificielle ne s'est pas développée aussi vite qu'on le pensait. Il y a une accélération de l'histoire, mais je rappelle que l'origine, c'est 1958 à l'université de Dartmouth, où ont été posés les principes de l'intelligence artificielle. Donc 58, c'est quand même pas ni hier ni avant-hier. Donc ça ne va pas forcément toujours aussi vite qu'on le prévoit. Mais on y reviendra, c'est évidemment un sujet majeur. Deuxième certitude, la machine ne luttera jamais positivement contre l'homme. On peut faire tout ce qu'on veut en matière d'IA dans le domaine de la santé, il faudra toujours un médecin. On pourra faire tout ce qu'on veut. Pardon, ça c'est la clim. On peut faire tout ce qu'on veut en matière de finance et de banque qui se prête particulièrement à l'intelligence artificielle. Il faudra toujours un banquier ou un financier pour appuyer sur le bouton et consentir le crédit ou faire l'investissement. Donc ne soyons pas complètement terrorisés par l'arrivée de ces nouvelles technologies. Si on compare avec les 2 premières révolutions industrielles ou les 3 premières révolutions industrielles, il y a évidemment un certain nombre au moins 3 différences. D'abord, il y a quand même si ça ne va pas aussi vite qu'on le pensait, une accélération de l'histoire qui est incontestable et qui est
assez différemment constituée par rapport aux autres révolutions industrielles. Deuxième révolution industrielle, c'est l'objet même de notre table ronde. Attention, ça ne touche pas que la production, ça touche aussi l'immatériel et, je dirais en premier lieu, ou en premier lieu ex aequo, la finance. Enfin, les Européens et les Français n'ont pas pris la mesure, ça c'est une certitude, de l'importance de cette révolution. Et dans ce domaine-là, tout le monde connaît ou a entendu la phrase qui, si on va vraiment chercher sérieusement, appartient à la présidente du MEDEF italien, qui disait avec les révolutions industrielles, les Américains font du business, les Chinois copient et les Européens régulent. Chacun son métier, on est dans ce triangle qui est évidemment un tout petit peu néfaste pour nous. Voilà pour les certitudes qui, malgré tout, grosso modo, sont plutôt positives. Les négatives, il y en a trois. Il est incontestable, et ça donnera lieu à débat, j'espère, que l'intelligence artificielle accentue les inégalités entre les personnes, entre les entreprises, entre les industries, entre les pays. Et donc, c'est un élément absolument essentiel à prendre en compte. Deuxième certitude, il y a un problème majeur de protection des données. Dans notre préparation pour cette table ronde avec Marie disait « oui, on ne sait pas très bien, etc. » Mon cul en un seul mot. Il y a un problème de protection des données qui est posé et qui est extrêmement grave. Enfin, dernière certitude, et pitié, évitons les fausses bonnes solutions. Ceux qui disent l'intelligence artificielle, je m'en fous. Là, je ne pense pas aux grandes entreprises, aux grandes banques, mais à certaines entreprises de taille moyenne, intermédiaire. On ne peut pas. On a vu ce que ça a donné au 19e siècle avec les Luddites en Angleterre. Refuser le progrès, c'est être sûr de disparaître. Voilà pour les certitudes. Alors les questions, il y en a 6. La première, je les prends pas par ordre d'importance, dans le désordre. Évidemment, est-ce que l'intelligence artificielle augmente les risques? Et en particulier, est-ce que dans la finance, ça accroît le risque dit systémique? Ça, c'est un sujet majeur. Il y a des questions que j'ai posées qui n'ont pas encore de réponse, mais au moins faut-il se les poser pour arriver à la troisième partie, qui est les propositions. Deuxième question, est-ce qu'il y a une différence dans le monde de la finance concernant l'IA, entre les banques, les assurances et, disons, les fonds d'investissement? Mon sentiment est que oui, c'est quand même des business models qui sont assez différents et l'intelligence artificielle va obligatoirement affecter ces secteurs de manière un peu différenciée. Et là, on a autour de la table, qui n'existe pas, de quoi, me semble-t-il, répondre à cette question. Troisième question, est-ce que l'Europe, dont j'ai dit qu'elle ne s'était pas assez préparée et qu'elle passait son temps à réguler, est-ce qu'elle est désespérément dépassée? Moi, j'ai ma réponse. J'espère qu'on la donnera d'ici la fin de cette session. Quatrième question, quelle régulation? Il en faut une, même si on fait trop de régulation en Europe, il faut quand même de la régulation, surtout dans ce domaine-là. Donc, quelle régulation mettre en place? Et puis, deux dernières questions. Quelle politique industrielle mener? Quel type de financement mettre en place? C'est évidemment vrai au niveau européen, c'est évidemment vrai au niveau national. Il y a des investissements à faire, il y en a qui sont faits. Mais ce n'est pas Nicolas Dufour avec ses petits bras musclés et la BPI qui va régler tous nos problèmes. Donc là, dans ce domaine-là, il faut faire des choix d'investissement et c'est une des questions posées. Et enfin, sixième question qui est pour moi la plus importante peut-être, quelle formation? Puisque de toute façon, il va falloir brasser des populations professionnelles, brasser des métiers, changer de métier. Et là, l'appareil de formation est le seul moyen qu'il n'y ait pas une casse sociale qui se traduise par des réactions au niveau
politique qui soit désagréable. Donc voilà, ça c'est une question absolument majeure. Donc à partir de cet éclairage, tout au plus, on ne va pas parler d'IA, intelligence artificielle. On va parler d'IA, mais nous, on va parler d'imagination innovatrice. Merci. Merci, professeur. Du haut de mon ignorance, j'apporterai une mini-nuance à ce que tu as dit, parce qu'en matière d'IA, je ne suis pas sûr que le postulat les États-Unis inventent et la Chine copie soit toujours aussi valide. En revanche, que nous, on régule, ça oui, ça, je pense qu'on est assez bon. Marie Brière, que dit pour répondre un peu à la première question d'Olivier sur les risques peut-être, mais que dit la recherche académique en la matière? Est-ce qu'on a un peu commencé à faire des recherches qui donnent des premières réponses sur cette question des risques que peut poser l'IA dans la finance? Oui, alors, merci beaucoup. Donc déjà, très, très heureuse d'être ici, malgré la chaleur. Donc, avant de parler des risques, on va quand même parler des avantages, parce que je pense que, comme beaucoup d'entre nous autour de cette table ronde, on est quand même assez enthousiaste sur les avancées que permet l'intelligence artificielle. Donc, je vais revenir sur les risques, parce que c'est très important. Mais je voudrais quand même évoquer les bénéfices qu'on peut en tirer, notamment dans le secteur financier, où je pense qu'il y a quand même beaucoup de valeur ajoutée à en tirer. Alors, ça permet globalement des gains d'efficacité opérationnelle. Alors vous pourriez me dire, on s'en moque finalement, à quoi ça sert? Mais en fait, je vais vous montrer que ça a des bénéfices sociétaux aussi qui sont importants, y compris dans le domaine financier, parce que ça va toucher de près les clients. Donc c'est assez concret quand même, ces applications de l'IA. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle dans le domaine financier? La première chose qu'on fait, c'est exploiter mieux l'information et exploiter des informations nouvelles. C'est tout l'essor de ce qu'on appelle les données alternatives, qui sont des données qui ne sont pas des données qui sont d'emblée quantitatives, qui sont d'emblée quantifiées. Ce sont des données qui peuvent être textuelles, donc on va analyser du texte, ça peut être des images, du son. On va exploiter des données satellitaires, par exemple. Et ça va permettre de mieux évaluer, par exemple, des risques. Ça va permettre de mieux apprécier une situation financière, la situation d'une entreprise, par exemple. Donc ça, c'est un bénéfice extrêmement important. Ça a un autre avantage qui est de permettre d'accéder à l'information en temps réel. Ces données satellitaires, elles sont par exemple quasiment accessibles en temps réel. Avant, on attendait d'avoir des chiffres économiques qui étaient annoncés tous les mois ou tous les trimestres, calculés par des agences de statistiques gouvernementales. Maintenant, on a des satellites qui mesurent l'activité économique en, par exemple, prenant des photos des parkings sur les supermarchés. Donc on a des indicateurs en temps réel qui vont permettre d'incorporer l'information beaucoup plus rapidement et donc potentiellement rendre les marchés plus efficients. Je vais y revenir parce que ça suscite beaucoup de questions aussi. Et est-ce que cette information qu'on va avoir beaucoup plus rapidement, elle est de très bonne qualité? C'est une question. Donc, les données alternatives vont permettre de faire de l'analyse prédictive. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va analyser des données de clients. On va analyser le risque de crédit d'un client pour lui attribuer un crédit bancaire, par exemple. Dans le domaine de la gestion d'actifs, qui est celui dans lequel je travaille, on va prévoir les évolutions des cours des actifs financiers avec ce type de données-là et on va améliorer la prédiction avec ce type de données-là. Une autre chose que permet l'intelligence artificielle, qui est très important et qui est en plein essor aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la relation client. Aujourd'hui, vous parlez à un conseiller humain et parfois, la relation avec le conseiller humain, parfois il n'y a pas de relation d'ailleurs, vous l'évitez. Et parfois, cette relation, on sait que les conseils sont parfois biaisés, l'information n'est pas toujours de qualité, etc. L'intelligence artificielle va permettre d'améliorer ça, soit en fournissant de l'information au conseiller, qui va être assisté d'une IA, et va avoir l'information la plus pertinente sur vous, sur la base des informations que vous l'avez pu lui donner dans le passé, etc. Soit vous allez pouvoir directement converser avec une IA.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant avoir des services clients, des chatbots que vous connaissez, mais qui sont encore relativement frustres. Aujourd'hui, ils répondent à des questions techniques. On n'ose pas encore, parce que ça pose beaucoup de questions, notamment, et c'est très régulé, on n'ose pas encore mettre un humain, un client, face à une machine, face à une intelligence artificielle qui lui donne du conseil financier. Ça, par exemple, on n'ose pas encore faire ça, mais ça vient. Il y a beaucoup de recherches dans le domaine, on teste les large language models, on teste ChatGPT et tous ces outils-là pour savoir est-ce qu'ils seraient pertinents pour les mettre en face de clients. Et est-ce qu'ils vont améliorer la relation client ou pas. Donc ça, c'est la deuxième, je dirais, grande amélioration permise par l'IA. Ça, vous êtes sûr que c'est un progrès? Comment? Vous êtes sûr que c'est un progrès? Ça ne saute pas aux yeux. Enfin, bon. On peut en débattre, en fait. Les large language models, vous pouvez les tester, ne sont pas si mauvais que ça pour donner déjà du conseil financier. La question, c'est la responsabilité fiduciaire. Parce que est-ce qu'ils vont agir dans le meilleur intérêt du client? C'est pas complètement évident. J'y reviendrai, on s'aperçoit que les large language models peuvent aussi nous tromper. Donc les intelligences artificielles aujourd'hui peuvent nous tromper, peuvent nous manipuler. Donc il y a vraiment la question de la responsabilité, parce que c'est la banque qui assume cette responsabilité si on met un humain face... Mais une intelligence artificielle est sans doute meilleure qu'un mauvais conseiller financier. Donc je pense que... et surtout, tout le monde n'a pas accès au conseil. Oui, je pense que les aspects sociaux sont très importants. Et je crois qu'Olivier l'a dit, on a à cœur d'en parler avec. Tout le monde n'a pas accès à un conseil de qualité parce que c'est cher. Ça coûte cher de mettre un conseiller humain face à un client. Donc il y a aussi cette idée de démocratisation. L'IA va permettre d'offrir des outils à des gens qui n'y ont pas accès. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Donc le troisième point, c'est l'efficacité opérationnelle. Et effectivement, c'est la partie la plus technique, la plus standard, celle qui pose peut-être le moins de questions. Mais c'est vrai qu'il y offre permet de traiter l'information plus rapidement, de faire des checks de compliance, de détecter la fraude. Jean-Paul va en discuter. Donc je pense que tout ça, ça apporte de la valeur pour les institutions financières. Alors, on parlait des risques. Et effectivement, est-ce que l'IA amène des risques nouveaux? Donc ça, c'est la grande question qu'on se pose dans les institutions financières, mais aussi que beaucoup d'académiques se posent. Est-ce qu'il y a des risques nouveaux auxquels on n'aurait pas pensé? Donc par exemple, je vous disais tout à l'heure, l'IA, ça permet d'améliorer l'efficience informationnelle des marchés parce qu'on incorpore une information plus vite. Au lieu d'attendre, d'agréger l'information, on va immédiatement pouvoir l'incorporer dans les prix. Donc les prix reflètent mieux l'information. Et ça, c'est important parce que si les prix reflètent mieux l'information, on va pouvoir faire une meilleure allocation d'actifs. C'est-à-dire qu'on va permettre de mieux dispatcher l'argent dans l'économie. En fait, une des questions que pose l'IA, c'est que cette information-là, elle est potentiellement bruitée. Elle peut être sujette à de la manipulation, par exemple. On sait, par exemple, qu'il y a un certain nombre de dirigeants d'entreprise dans la salle, peut-être ils le confirmeront, les dirigeants d'entreprise ne communiquent plus de la même manière depuis qu'ils savent qu'ils sont écoutés par des intelligences artificielles, depuis qu'ils savent qu'on fait de l'analyse textuelle sur leurs déclarations. Parce que il va avoir tendance à injecter des mots dont ils pensent qu'ils seront interprétés positivement par l'intelligence artificielle et que donc ça ressortira positivement sur la société. Donc il y a ce risque de manipulation exacerbé typiquement par les réseaux sociaux. Donc il y a un peu un trade-off entre la rapidité et la qualité de l'information. Aujourd'hui, on a accès à l'information beaucoup plus rapidement, mais elle n'est pas forcément de meilleure qualité, cette information-là, et elle peut générer du bruit et du coup créer de l'instabilité, de la volatilité. Alors, on parlait du risque systémique. Alors le risque systémique, c'est plus que la volatilité. Donc on peut peut-être en reparler après. Jean-Paul Moisoyer, en fait, on peut, en matière d'IA, voir que ça peut être un formidable outil pour les fraudeurs et en même temps un formidable outil de lutte contre la fraude. Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, je ne sais pas si c'est un nouveau risque pour les institutions financières, mais en tout cas c'est un moyen effectivement de limiter nos risques, de limiter la fraude. Marie en a parlé un petit peu à travers les analyses que l'on peut faire sur de l'octroi de crédit. On s'en sert aussi beaucoup pour détecter la fuite d'un client, c'est-à-dire progressivement de savoir si un client va nous quitter ou pas. Avec des systèmes, avec des algorithmes, on est capable de voir ça en IA. Il y a un domaine que tu n'as pas mentionné et où l'IA joue un rôle majeur pour la réduction de nos risques, c'est la cybersécurité. Toutes les entreprises sont équipées aujourd'hui de centres de sécurité qui analysent des milliards de logs en permanence, en temps réel. Il est évident qu'il est impossible de faire ça sans intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle permet déjà
et encore plus demain, de réduire le nombre de faux positifs et d'avoir derrière une analyse beaucoup plus rapide de toutes les attaques et de tout ce que l'on peut trouver, tous les événements que l'on peut trouver en cybersécurité. Moi, dans un domaine qui est le mien, qui est celui des paiements, on a mis en place à travers carte bancaire, même si je n'ai pas envie de parler particulièrement de la société, mais c'est juste pour donner des exemples concrets. On traite à peu près 1 milliard d'autorisations de paiement tous les mois. Ce milliard est analysé en permanence avec des algorithmes pour savoir si la transaction est valide ou pas. On traite également 1,5 milliard d'authentification. Donc l'authentification, c'est de savoir si c'est la bonne personne qui fait la bonne opération. Et on a des systèmes, des algorithmes qui, en 80 millisecondes, analysent une centaine de variables sur chaque paiement pour savoir si le paiement est valide ou pas. Et ça permet de réduire, dans le domaine des paiements, d'environ 15% le taux de fraude. Ce n'est possible que, et Marie l'a dit également, si on a un volume de data, mais on en parlera tout à l'heure sur les conditions de succès, si on a un volume de data relativement important, structuré, bien rangé, et qui permet derrière de s'en servir pour des gros volumes. Voilà, donc ces différents domaines, je n'ai pas parlé de tout ce qu'on a sur les KYC, les Know Your Customer au niveau des entrées en relation. Il y a plein de domaines dans lesquels aujourd'hui et depuis des années, l'intelligence artificielle traditionnelle, pas forcément la générative, occupe une place particulièrement importante pour réduire la fraude. Et puis on aura de plus en plus, ça aussi tu l'as dit, des outils qui vont non pas simplement remplacer l'humain, mais l'aider, l'augmenter. Ce que j'ai dit sur la cybersécurité, on a remplacé l'humain parce que c'est pas possible d'avoir autant d'humains pour le traiter, mais on sait que sur le domaine de la fraude, on aura aussi besoin de ça pour augmenter les femmes et les hommes. Merci. David Dupont-Noël, vous dirigez Deloitte, donc vous avez une vue sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Alors le déploiement de l'IA, d'abord c'est des sommes absolument colossales, des investissements énormes qu'il va falloir faire, et puis il y a en même temps un sujet de souveraineté, Olivier y a fait référence. Comment est-ce que vous voyez les choses sur le... Déjà, l'IA, il faut le reconnaître, c'est beaucoup plus d'efficacité. Beaucoup plus d'efficacité parce que rapidité, capacité de traitement des données augmentée. Avant, il y avait déjà de l'IA sur les bases de traitement de données. C'était limité à l'analyse. De l'analyse, aujourd'hui, on arrive à l'hypothèse. De l'hypothèse, on arrive à la prise de décision automatisée. On voit bien l'influence que l'IA va avoir sur l'ensemble de nos opérations. Mais avant de rentrer dans le détail, moi je voudrais d'abord parler du premier risque en termes de finance pour l'IA, c'est de disposer de l'IA. Donc d'avoir le financement pour le faire. Aujourd'hui, parmi les grands concepteurs d'IA, Nvidia, AMD, Intel, tous américains. Parmi les producteurs de l'IA, ceux qui fabriquent les chips, pas un Européen parmi les 10 premiers. On retrouve des Coréens, on retrouve les Américains en grand nombre, on retrouve des Chinois, Infineon, ST et Microelectronics sont respectivement 12e et 14e producteurs de ces fameuses cartes GPU, CPU. Donc on voit bien que là, on a un lien de dépendance. 63 milliards d'euros de dépensés pour l'IA aux États-Unis en 2023, 10 pour l'Europe. Alors heureusement, il y a une réaction du gouvernement français, peut-être en pointe un peu sur ce sujet-là au niveau européen, avec ce nouveau plan, là, très récemment annoncé, il y a 2-3 jours, aux l'IA. 10 milliards sur 5 ans, 2 milliards par an. Bon, vous voyez le rapport, on est quand même encore assez loin du compte. Aujourd'hui, l'IA, si on n'en a pas la libre disposition, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aura ce qui reste et qu'on sera totalement dépendant en termes de prix et en termes d'usage. Ça, c'est le premier danger, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est sa consommation énergétique. Les data centers, au jour d'aujourd'hui, c'est 1,4% de la consommation électrique mondiale. C'est l'Arabie Saoudite. En 2030, c'est 3%. Donc c'est exponentiel comme sujet. Donc là, on voit bien qu'il y a un sujet de dépendance énergétique. Donc pour répondre à votre première question
c'est d'abord une mobilisation massive au niveau européen, mais pas que pour investir, comme on le fait très bien, pour inciter les entreprises à l'usage, etc. Il faut construire des infrastructures, il faut construire des data centers, il faut doper le champion européen qui soit capable de produire et de donner à l'ensemble des États européens ces outils et ces analyses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je rentre un peu plus dans le sujet avec la finance, elle fonctionne sur la confiance. Et c'est un sujet de confiance. Aujourd'hui, quand vous interrogez l'IA, c'est très drôle. Vous faites 1 plus 1. Bon, tout le monde se dit, on va faire 2. Bon, la première ligne, c'est en biologie, 1 plus 1 égale 3. Oh. Bah oui, 1 plus 1, 2 parents et un enfant, 3. En management, 1 plus 1, c'est supérieur à 2. Pourquoi? Parce que à 2, on est plus fort que 2 unités juxtaposées. Donc on commence à voir les paradoxes un peu de l'IA et les non-sens qui... donc il faut, si on arrive à ces sujets de questionnement-là, de remise en cause fondamentale du recours, de l'usage, sans parler même d'hallucination, on voit bien qu'il y a une perte de confiance. Et une perte de confiance dans le système financier, ça veut dire un désordre total. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut rétablir la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est 3 choses, de mon point de vue. C'est d'abord des gens bien formés. On en a parlé, le gouvernement s'y attache, veut s'y attacher, et on doit, au niveau de l'éducation, faire beaucoup plus fort que ça. Le deuxième point, c'est d'avoir un système de contrôle et de gouvernance qui soit fort. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui soient de tiers de confiance, qui puissent sécuriser les rouages. Et le troisième point, c'est d'avoir un code de la route, un set de règles. Alors je sais qu'on est très fort sur la régulation, mais s'il y a bien un domaine où il en faut une par rapport à beaucoup d'autres choses qui sont obsolètes, c'est bien celui-là. À ce moment j'entendais tout à l'heure de hiatus, de rupture. Quand chaque fois qu'il y a une rupture, il faut mettre une règle en place. On a eu le code de la route quand il y a une rupture du cheval à vapeur et qu'il y en a eu de plus en plus dans les rues. Donc le point de confiance est capital. Et le troisième point, à mon avis, en termes de risque, c'est un risque, Jean-Paul, tu l'évoquais un petit peu, c'est un risque d'emballement du système. Clairement, emballement du système sur la base de fake. Les fraudes, tu en as parlé dans tous les sens, hein. Usurpation d'identité, tout. Votre conseiller bancaire, c'est sa voix, c'est même son visage presque, etc. Sauf que c'est pas lui et c'est pas les bons sites où placer vos coordonnées. Mais c'est aussi, comme c'est constamment basé sur des hypothèses fondées sur le passé, un risque de tourner un peu en boucle. Alors là, on a une illustration qui est super. C'est quand vous utilisez Waze. Voilà, mais là, hop, tout le monde suit Waze et finalement vous vous retrouvez dans un bouchon à côté du bouchon. Ça, c'est extraordinaire. Donc on voit la limite de ce genre d'outils et de ce recours massif à ce type de support. Alors qu'il faut-il faire? Il faut arriver à garder le rationnel, la piste, le comprendre. Dans l'automatisation de toutes les transactions bancaires, on commence à perdre la piste, surtout quand les IA vont interagir les unes avec les autres. Comment garder le contrôle? Et donc le troisième axe, le nouveau risque, c'est d'être capable, pour nos plus jeunes, pour nos générations, pour nous-mêmes, de garder cet esprit critique qui sera absolument vital dans le recours à l'IA. Parce que pour moi, et je terminerai là-dessus, 3 sujets qui vont être, pour ceux qui vont bien utiliser l'IA, c'est ceux qui vont être capables de concilier cette formidable efficacité que va procurer l'outil avec ce regard critique, ce jugement, cette indépendance. C'est ceux qui auront la lucidité et aussi le courage de prendre une opinion quand l'IA leur dira c'est à 90% ça ou c'est à 95% ça, mais uniquement fondé sur des thèses connues et des cycles passés. Et enfin, le troisième point, qui sera capital, c'est de garder effectivement la responsabilité, la prise de responsabilité, la prise de décision. Qui sera responsable? Et donc de conserver le risque et de ne pas déléguer à la machine, déléguer à l'outil cette prise de responsabilité et quelque part se retrancher sur le risque derrière ça. C'est ça pour moi les nouveaux, alors on trouve beaucoup de risques financiers, hein, c'est pour moi les nouveaux risques qui vont toucher le monde de la finance, notamment avec l'IA. Merci. Olivier Perronnet, justement, ça fournit une très bonne transition parce que vous travaillez dans le domaine de l'évaluation des entreprises, notamment. Et est-ce que dans certains cas, finalement, l'IA peut remplacer, pas en totalité, mais quand même en grande partie, le jugement que vous pouvez porter sur la valeur que peut avoir telle ou telle entreprise?
tout simplement parce que cette IA va travailler aussi bien ou presque aussi bien qu'un humain. Alors, bonjour à toutes et tous et très heureux de participer à ce panel. La question qui se pose effectivement pour les évaluateurs, c'est une question un peu existentielle. C'est-à-dire, est-ce que, en effet, la machine va intégralement pouvoir remplacer l'humain ? Finalement, être évaluateur, ça ne représentera plus rien puisque la machine sera capable d'apporter une réponse fiable. Alors, on a beaucoup planché sur ces questions parce qu'effectivement, la question est de nature existentielle au sein notamment d'un organisme qui s'appelle l'IVSC, l'International Valuation Standard Council, qui planche sur les standards d'évaluation et qui s'interroge sur l'impact exact que l'IA peut avoir sur l'évaluation et sur les professionnels de l'évaluation. Alors, le premier constat, si on regarde la question sous l'angle de l'IA et l'évaluation, le process d'évaluation, c'est-à-dire tout ce qui aboutit à donner une valorisation fiable d'un objet, d'un actif, d'un instrument financier, le recours à l'IA est incontestablement une source de gains de productivité absolument considérable. Vous interrogez la machine, elle est capable, dans un langage humain, d'échanger avec vous, vous pouvez la faire progresser dans sa recherche, c'est assez étonnant. Et donc, tout ce qui concerne la recherche d'informations, l'élaboration de panels de comparables, le choix de paramètres, l'utilisation d'algorithmes ou de modèles complexes, et plus généralement, puisque des entreprises fournisseurs d'informations l'utilisent déjà, comme Reuters ou Bloomberg, l'IA est partout. L'IA est partout et représente, encore une fois, des gains de productivité absolument considérables et ça ouvre. Et puis, ça va même beaucoup plus loin parce que, qu'elle soit prédictive ou générative, elle peut couvrir un spectre très large du processus d'évaluation puisqu'elle peut même rédiger un rapport. Voilà. Rédiger un rapport dans un langage humain. Et c'est ça qui est bien inédit, c'est ce dialogue entre l'humain et la machine et jusqu'à quel point la machine, apprenant de l'humain, peut surpasser l'humain. Alors on peut s'interroger sur la limite et on est très nombreux à partager nos expériences personnelles sur l'utilisation de l'IA. Le premier constat, et là on est sur le terrain des propositions et des recommandations, c'est que le jugement professionnel reste au centre de l'utilisation de la machine. Ça a été dit au travers du mot d'opinion. Effectivement, le jugement professionnel est l'élément clé. Et donc, l'outil que représente l'IA reste un outil, mais il y a aussi l'enjeu de la responsabilité. C'est-à-dire, pour l'évaluateur, se décharger sur l'IA de l'ensemble du processus d'évaluation jusqu'au résultat final est quelque chose d'absolument impossible. Alors l'utilisation de l'IA pose, et c'est là où l'humain prend le relais, il est extrêmement important, beaucoup de questions, ça a été dit tout à l'heure, sur la qualité de l'information. Les Anglais disent garbage in, garbage out. Effectivement, la qualité de l'information qui peut venir de l'IA est en soi discutable. En tous les cas, elle doit être challengée pour être sûre de sa fiabilité. J'ai expérimenté à plusieurs reprises, il y a un cas célèbre qui ne concerne pas la profession de la finance, mais qui concerne les avocats, d'un avocat qui avait plaidé devant un juge australien en citant des cas de jurisprudence, de juridiction australienne. Et il se trouve que vérification faite, ces jurisprudences, case law, étaient bidons. Elles étaient factices, elles n'existaient pas. Et donc ça s'est terminé par un procès du client contre son avocat pour avoir utilisé des cas de jurisprudence qui n'existaient pas. Donc l'IA suppose que l'humain l'utilise avec un esprit critique et dans le job d'évaluateur, l'IA ne peut pas être une boîte noire. C'est-à-dire on peut pas, ça rejoint la question de la responsabilité, on ne peut pas renvoyer sur l'IA l'exécution et la responsabilité de ce qui sort. On ne peut pas imaginer ceux qui sont nos prescripteurs, que ce soit des régulateurs boursiers par exemple, quand on fait des attestations d'équité sur le marché, qu'on imagine un rapport où on dirait bah, écoutez, vous m'avez posé une question, moi j'ai posé la question l'IA, voilà ce que dit l'IA, merci, au revoir, ça coûtera beaucoup moins cher, mais voilà le résultat final. C'est évidemment totalement inconcevable, enfin dans l'état actuel de la chose, et nous, en tant qu'évaluateurs, dans les recommandations, pour tous ceux qui utilisent l'IA, on leur dit pas de syndrome de la boîte noire, vous ne pouvez pas considérer que vous ne pouvez pas comprendre ce que la machine va utiliser comme donnée entrante et vous ne pouvez pas considérer que la donnée qui va en sortir est quelque chose sur lequel vous n'avez pas à vous interroger. Vous devez maîtriser l'intégralité
du processus. Un autre point qui est extrêmement important dans l'utilisation de l'IA, on a parlé de la responsabilité, on a parlé de l'input et de l'output, de la qualité des informations, c'est la confidentialité. Puisqu'effectivement, quand vous allez travailler pour un prescripteur quel qu'il soit, il va vous donner des informations. Si vous déversez cette information dans l'IA, les questions de confidentialité sont complètement exclues. Et donc, c'est en clair un outil absolument formidable, mais qui ne peut donner sa pleine valeur qu'au travers d'une utilisation humaine. Pour illustrer le propos, et pour le conclure aussi, j'ai interrogé ChatGPT sur la définition du jugement professionnel. C'est assez intéressant, parce que je pense que si on s'y mettait tous cet après-midi, on ne donnerait pas une meilleure définition que celle donne ChatGPT. Donc l'IA peut donner de bonnes réponses. Donc je vous cite, hein, vous pourrez le vérifier vous-même, le jugement professionnel peut être défini comme la capacité d'un individu, généralement dans un contexte professionnel ou technique, à prendre des décisions éclairées et appropriées en se basant sur son expertise, son expérience, ses connaissances, ainsi que sur une évaluation rationnelle et éthique des circonstances spécifiques. Évidemment, la deuxième question que j'ai eu envie de poser à ChatGPT, c'est de lui dire, mais toi, ChatGPT, quand tu me donnes une information, est-ce que tu considères qu'elle a subi, si je puis dire, un jugement professionnel et qu'elle est à être utilisée? Et j'oserais dire, deuxième bonne réponse de ChatGPT, qui dit ChatGPT n'est pas en capacité d'exercer un jugement professionnel au sens humain du terme. Voilà pourquoi et dans quelles limites. Alors il vous dit absence de conscience et de responsabilité, absence d'expérience pratique, manque de contextualisation complète, absence de raisonnement éthique et émotionnel et pas d'innovation ou de créativité réelle. Je crois que d'une certaine façon, tout est dit, c'est-à-dire c'est un outil formidable et l'humain reste aussi un instrument formidable pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Merci. Donc un outil conscient de ses propres limites. Ada Di Marzio, vous dirigez donc le cabinet Bain. Vous aidez vos clients à déployer l'IA dans tous les secteurs, en fait, hein, y compris donc dans la finance. Qu'est-ce qu'ils en attendent dans ce domaine? Merci. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. En fait, il y a un biais intrinsèque dans le titre de cette table ronde, parce qu'on dit l'IA et la finance égale risque. Et j'ai envie de vous dire, effectivement, oui, certes, il y a la fraude, certes, il y a le risque de confidentialité, mais je pense que le déploiement de l'IA dans les services financiers, comme dans le reste de l'industrie, c'est une formidable opportunité de réinventer notre société. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de facto, alors là je partage une expérience personnelle, ça fait 1 an que j'accompagne un client dans ce voyage qui est un voyage certes technologique, mais surtout un voyage humain. C'est fascinant comme à ce point, oui c'est une priorité, mais il faut savoir sur quoi. Et en fait la question c'est pas les outils, la question c'est pas les modèles, la question c'est pas les algos, ça c'est disponible. La question c'est comment utiliser ces algos et le travail qu'on fait sur le terrain pour que ce soit pertinent par rapport à la raison d'être d'une entreprise, son ambition, son corps social. Du coup, on se retrouve, hein, aujourd'hui, je cite des sites, le passage, il est en train de se faire, le shift est en train de se faire. 80% des sociétés qui déploient l'IA à échelle considèrent qu'elle produit un impact bien au-delà des attentes. Et la question de l'attente, qu'est-ce que c'est l'attente? On vient de parler beaucoup d'efficacité et de productivité. Est-ce que c'est le seul impact qu'on cherche dans l'IA? Non. Bien sûr, on aura des tâches qui sont automatisées, mais on aura aussi des nouvelles tâches, on aura aussi des nouvelles professions, on a aussi de l'expérience client, de la satisfaction client et collaborateur qui va se produire. Donc, nous, on essaie surtout, quand on est au début du voyage, et la maturité n'est pas la même dans les secteurs, c'est de se dire pourquoi on déploie ça. Donc la notion d'impact, elle est importante. Que ce soit quand on déploie des agents pour aider des banquiers privés et gagner à la limite 30 minutes, mais la question qu'on se pose, c'est mais avec ces 30 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt faire, et il faut répondre à cette question en même temps qu'on répond à comment on va faire les 30 minutes. Il faut savoir se dire que probablement un collaborateur qui va ne plus devoir aller dans 4 systèmes d'informatique pour rédiger un compte-rendu, pour bien préparer son rendez-vous avec le client, en fait, il pourra mieux écouter ce client, il pourra mieux prendre des notes, il pourra mieux se concentrer sur le fait qu'il pourra donner une meilleure recommandation. Et une meilleure recommandation, ça veut dire une satisfaction client accrue.
mais ça veut dire aussi un bénéfice pour la société qui n'est pas la réduction de coûts en tant que telle. De l'autre côté, il y a les attentes, mais il y a aussi la capacité que l'IA nous donne de nous projeter dans le futur. Quand vous travaillez, et c'est un peu le travail qu'on fait sur le terrain, quand vous travaillez pour déployer des agents, l'idée, ce n'est pas forcément de se dire aujourd'hui, je fais comme ça. C'est cette séquence de tâches. Du coup, l'IA, je vais la mettre là, je vais la mettre là, je vais la mettre là. Non, on ne fait pas ça. On travaille avec les banquiers, on travaille avec les gens qui sont en front line, par exemple, pour réimaginer comment ils vont faire ça demain et comment l'IA va les aider. À ce moment-là, vous arrivez à faire ce qui est le plus difficile, rendre les gens moins anxieux sous ce concept. Parce que ce qui est important à savoir, c'est que quand on commence ces projets, il y a une angoisse dans les organisations. Et on a besoin de diminuer cette angoisse dès le départ, avec une capacité à réinventer ce qu'on va faire. Et c'est là où l'IA va augmenter l'humain plutôt que le marginaliser. C'est ça qu'on fait. Le troisième élément, c'est aussi de se dire, ça c'est la partie micro, savoir se projeter, savoir s'approprier. Et il y a la partie macro, ce que j'ai dit, les équipes dirigeantes au début, ben, on a beaucoup de foisonnement, on va faire ci, on va faire ça, on a la solution X, la solution Y, etc. Fondamentalement, c'est se pencher sur la question vraiment de qu'est-ce qu'on veut obtenir à 4 ans, quelle entreprise on va avoir. Et c'est ce type de questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc c'est pour ça, pour revenir à votre question, est-ce que oui, il y a des besoins de formation? Oui, il y aura des besoins de formation, mais ce n'est pas de la formation, c'est de la réinvention de la capacité à produire des activités économiques différemment. Donc ça veut dire aussi qu'on aura des choses qu'on ne fera plus, on aura des choses qu'on fera différemment, et on a des nouvelles capacités qui vont se reproduire. Et on a tous envie d'avoir un monde dans lequel l'IA ne marginalise pas l'homme, le rend meilleur. Merci. Marie Briard, je vous ai interrompu tout à l'heure, puis on prendra peut-être une ou deux questions, hein, 2 ou 3 questions. Je vous ai interrompu tout à l'heure sur le... donc si rapidement vous pouviez nous dire comment vous voyez en termes de risque systémique, puisque c'est quand même, quand on parle de finance, on a ça en tête. De temps en temps, on fait face à des risques majeurs. Une banque qui fait faillite en Californie et ça entraîne voilà, une crise financière mondiale. Est-ce que ces outils-là aggravent ces risques ou au contraire permettent de mieux les prévenir? Alors, les deux probablement, mais on ne sait pas vraiment aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux académiques là-dessus et je ne pense pas qu'on ait vraiment la réponse. Une grande question qui se pose, c'est de savoir si des modèles d'intelligence artificielle sont plus corrélés que ne l'étaient les modèles qu'on utilisait traditionnellement. Aujourd'hui, ce n'est pas complètement clair. Il y a des modèles très simples qui sont très corrélés. On a déjà eu des exemples alors, qui ne généraient pas nécessairement du risque systémique, mais on a par exemple des target date funds, qui sont des fonds de pension aux États-Unis, qui rebalancent de manière systématique les actifs au même moment. Et ça génère des mouvements de cours très importants aux États-Unis, parce que les modèles sont très corrélés. Ils font la même chose en même temps. Ce n'est pas déstabilisateur pour autant, ça ne génère pas des cracks, parce qu'ils rachètent quand les marchés baissent. Donc c'est plutôt stabilisateur. Donc c'est très compliqué. Pour qu'un modèle génère du risque systémique, enfin pour que des modèles génèrent du risque systémique, il faut qu'ils soient très corrélés entre eux et qu'en plus, ils vendent quand les marchés baissent, typiquement. Je simplifie un peu les choses, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Or, des algorithmes peuvent faire ça, mais peuvent faire des choses complètement différentes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que ces algorithmes sont particulièrement corrélés. Donc, il y a des risques qui me semblent plus importants. On parlait des inégalités. Donc, bon, ça dépasse le cadre de la finance, mais je pense qu'en tant qu'acteur financier, on doit se poser cette question-là quand même. Hein, quel est notre impact sur les inégalités? Moi, j'ai une vue un peu plus mesurée qu'Olivier sur ce sujet-là, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Certains outils réduisent les inégalités. Ça, on l'a mesuré. Moi, j'ai travaillé sur le robot advising, par exemple, c'est ces robots qui donnent du conseil financier. Les gens qui prennent ce type de CVS-là ont de meilleures performances financières. Ils prennent de meilleures décisions d'investissement que quand ils sont seuls et non accompagnés, quand ils n'ont pas de conseil. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment placer leur argent. Mais un des problèmes, et je pense que c'est ça qu'Olivier a en tête, c'est que beaucoup de gens n'accèdent pas à ce type de service-là. C'est là où l'IA peut creuser les inégalités, c'est qu'un certain nombre de gens ne vont même pas avoir accès à ce type de service, soit parce qu'il y a une aversion aux algorithmes, hein, et on sait que les gens les moins éduqués financièrement, etc., sont aussi les plus averses à ce type d'outils, soit qu'ils n'ont même pas accès aux outils. Et donc là, d'où l'importance de la formation, de l'éducation. Et puis il ne faut pas aussi que l'IA nous remplace. Un des enjeux, c'est d'utiliser l'IA pour éduquer les gens. Et en matière de décision financière, par exemple, il y a des robots qui automatisent tout. C'est-à-dire que vous confiez l'argent et vous pouvez dormir dessus, vous n'avez plus à vous occuper de rien.
Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est une question. Parce que c'est peut-être bien que vous vous souciez un petit peu de vos finances et qu'on éduque les gens par le biais de l'IA, plutôt que de déléguer entièrement l'intelligence artificielle. Il y a les mêmes enjeux dans les entreprises. Est-ce qu'on remplace certaines tâches réalisées par les employés complètement par l'IA, ou c'est tout l'enjeu de human in the loop, ou est-ce qu'on les laisse dans la boucle, on les fait superviser l'IA, et donc c'est tout l'enjeu des interactions humain-machine. Merci. Avez-vous des questions? Je crois qu'il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle. Parce qu'il y avait une question que posait Olivier tout à l'heure, on n'y a pas encore répondu, mais avez-vous des questions d'abord? Non? Là-bas, madame. Bonjour, donc je suis Ferrel Bénicourt, étudiante en classe préparatoire économique et commerce à Marseille. Donc ma question, c'est, j'ai soulevé un paradoxe. Donc si la finance repose principalement sur la stabilité, la confiance et les échanges internationaux, mais que l'IA est souvent imprévisible et peu rationnelle, et surtout très difficile à encadrer avec une régulation commune à l'échelle internationale, alors comment peut-on intégrer l'IA dans un système financier qui repose justement sur l'ordre et la stabilité mondiale? Diable, qui veut répondre? Je veux bien dire quelques mots sur la confiance. C'est une question très importante, effectivement. Les institutions financières reposent sur la confiance, donc il s'agit de ne pas la gâcher. Et donc, comment on peut instaurer la confiance? C'est une des raisons pour lesquelles il y a des régulations. Je pense que c'est en testant, et ça fait peut-être partie des recommandations, puisque Olivier, tu demandais quelles recommandations on avait en termes de politique à mettre en place. Je pense qu'il faut se doter de benchmarks pour mesurer. Je pense qu'il faut mesurer l'impact des outils qu'on utilise. Donc à partir du moment où on met en place une intelligence artificielle, il faut, à l'aide de benchmarks, mesurer ses compétences, ses capacités à réaliser une tâche. Et ça, on peut le faire. Il y a plein de secteurs où c'est très largement diffusé. Et puis mesurer l'impact. Moi, je suis très convaincue qu'on devrait plus mesurer les impacts, par exemple sur les clients. C'est ce que je vous disais, les outils, on pourrait sur des populations restreintes mettre des clients en face d'IA, mesurer les impacts et tester par exemple l'impact sur les inégalités, etc. Olivier? Oui, je suis à la fois totalement effondré et plein d'espoir. Totalement effondré parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il ne va pas y en avoir beaucoup, je suis camarier et quand je vais au café à Arles, je vois des gens. Et pour préparer, c'est ma seule préparation pour cette table ronde. Quand je discute avec les gens qui sont autour de moi, d'abord ils commencent par putain con, mais ça c'est normal, et après ils me disent mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le problème des inégalités, il est fondamental. Il est le terreau du populisme le plus fort. Et dans ce domaine-là, je suis effondré parce que ce qu'on a dit, et tout le monde est de bonne foi, et tout le monde est convaincant, et tout le monde est pédago, comment, quand je vais revenir au Malart lundi, et que je vais revoir les mêmes, ils vont me dire « Ah, t'étais à Aix, alors pour l'IA... et la partie plein d'espoir et alors, plein d'espoir, merci. Plein d'espoir parce que c'est les jeunes. Alors avant, aux rencontres d'Aix, on disait nos enfants. Maintenant, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est nos petits-enfants. Nos petits-enfants, il faut impérativement les pousser à une formation en IA d'une manière ou d'une autre, quel que soit son niveau intellectuel. On a parlé d'éducation, heureusement, c'était une de mes questions, merci à toi. Formation, 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 formation. Et nous, on a tous une action. Nous, entre guillemets, l'élite, on a des petits-enfants qui sont merveilleux. Un coup de latte dans le cul, il faut qu'ils se forment, et s'ils peuvent se former en matière d'IA, c'est plutôt bien pour nous. Très bien. Jean-Paul, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport à la question de mademoiselle, je voulais rajouter à ce qu'a dit Marie le mot de transparence.
Je crois qu'il est indispensable que demain, dans les organismes financiers qui vont utiliser de l'IA, on garde la maîtrise des algorithmes et la capacité à expliquer ces algorithmes et l'utilisation que l'on en fait à nos clients. Cette transparence, c'est un facteur de confiance pour les clients. Il faudra qu'ils sachent en permanence pourquoi, pour quel usage on s'en sert, comment ça aboutit à un résultat plutôt qu'à un autre et comment les personnels des institutions financières s'en servent, sont aidés, sont augmentés avec de l'IA. Ada ? Rebondir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser la problématique de la transparence ou de l'éthique. Ça revient à se dire, l'IA, c'est pas un destin, c'est un choix fait par l'humain. C'est nous qu'on a créé l'IA. Donc c'est aussi aux entreprises, aux dirigeants et aux régulateurs de mettre en place les normes. La gouvernance, ça part de l'entreprise, de sa capacité à discerner, et c'est humain. Le mot discernement, c'est humain. Ça veut dire de se donner des règles pour pouvoir, et des modèles pour pouvoir encadrer comment on l'utilise. Si on n'est pas capable de se donner des règles, et pour le coup en Europe on est bien placé, parce que s'il y a un truc qu'on sait bien faire, c'est la réglementation, on est les champions de ça, et il faudrait qu'on se saisisse aussi de comment on encadre le déploiement à la fois dans l'entreprise, et je trouve aussi que le secteur financier, il a un devoir de pédagogie au grand public. Si vous pensez juste aux choses, 70% de la génération Z est prêt à confier son argent, et d'ailleurs ils investissent assez tôt, à un robot advisor, quiconque. Ça vous donne l'idée de l'enjeu de pédagogie que les institutions financières ont devant eux. Et à la limite, je dirais, c'est même pas gérer les risques dans une boîte normale, c'est gérer les risques des prochaines générations. David ? Oui, je voulais juste compléter, j'évoquais les 3 axes, 3 piliers de la confiance tout à l'heure. Je pense que dans le système financier, il y a peut-être un autre élément qui est le séquençage du déploiement de l'IA. Plus on va chaîner d'algorithmes les uns aux autres, plus on va créer d'automatismes, plus on va se mettre en risque par rapport à ce que tu évoquais, Jean-Paul, de contrôle et de prise de décision ultime. Donc je pense qu'il va y avoir une phase de développement où il va falloir s'auto-limiter dans son déploiement pour éviter ce que j'évoquais tout à l'heure de l'emballement de la machine, a fortiori dans le système financier, a fortiori avec des connexions internationales qui peuvent se réaliser. Alors, pas en France où il n'y a pas l'unicité des capitaux, mais sur d'autres places, parce que même si il faudrait que tout le monde vende au même moment sur un marché baissier, quand ils ont tous la même base de données et qu'ils apporteront ensemble, collectivement, tous la même réponse, ça peut se produire. Une question rapide, madame ? Il nous reste 2 minutes. Oui, bonjour. Je voudrais vous inviter à un Leapfrog. Je représente un groupe de presse africain qui s'appelle Financial Afrique. Et donc, comme chacun sait, en Afrique, normalement, l'intelligence artificielle dans la finance devrait permettre de faire le saut. Voilà. Mais je vais vous soumettre 2 questions, enfin deux cas d'école. Est-ce que l'IA dans la finance en Afrique, si véritablement on fait ce Leapfrog, va permettre 2 choses. 1, réduire l'analyse de risque qui fait que beaucoup d'endettement africain, il y a une surestimation du risque par rapport aux pays africains. Est-ce que l'IA pourrait permettre de rétablir les choses? Et 2, le cancer de l'Afrique, qui est celui de la fuite des capitaux, donc évasion fiscale chez nous, l'IA pourrait permettre de le résorber. Vous avez essayé d'appréhender la première question. Dans le continent africain avec beaucoup de potentiel, il y a un sujet de risque et l'instabilité. L'instabilité politique dans les États, l'instabilité fiscale. Et je ne suis pas sûr que l'IA vraiment puisse permettre d'adresser ces sujets-là, qui sont aussi en rapport avec la confiance et la visibilité que l'on peut avoir, ce qui sont les sources même, confiance, visibilité, c'est ce qu'il faut pour la finance. Donc je ne suis pas convaincu sur le premier sujet que l'IA permette d'adresser le problème de la finance en Afrique. Merci à tous, on a écoulé notre temps. Merci et puis bonne session suivante.